Bonjour, bon retour à vous toutes et tous. Alors, nous poursuivons. Donc, nous sommes toujours dans ce premier atelier intitulé Négociation de l'identité en contexte de pluralité culturelle. Et maintenant, je cède la parole à Laurence Bourassa-Lapointe qui nous présente une communication intitulée Contact à l'ère de la globalisation, le cas des jumelages interculturels. Alors, Laurence, qui est candidate à la maîtrise, donc en ethnologie, au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Laurence, la parole vous appartient. Merci. Merci beaucoup, Sylvie, et merci beaucoup à tout le monde qui a préparé ce cadeau qui nous réunit aujourd'hui. En effet, merci pour la présentation. Je m'appelle Laurence, je suis étudiante en maîtrise à l'Université de Montréal en anthropologie, sous la direction de Bob White. Je fais également partie du laboratoire de recherche en relations interculturelles. C'est donc sans surprise, j'imagine, aujourd'hui que je vous annonce que je vais parler d'un sujet interculturel. À partir d'une situation relevée sur mon terrain, donc, dans le cadre d'un organisme communautaire à Montréal qui offre des activités de jumelage interculturel, je vais discuter aujourd'hui justement des contacts en contexte de globalisation puis des effets que ça peut avoir sur les individus autant que sur les groupes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la globalisation? Grosse question. Ce vendredi, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. Elle a eu 79 ans. Puis donc, toute la journée, elle a eu des appels de sa famille, de ses proches pour lui souhaiter vraiment un joyeux anniversaire, dont un appel de mon cousin Antoine qui habite en ce moment à Shanghai, en Chine, puis de ma cousine Béatrice qui, elle, habite à Lille, en France. Donc, de nos jours, on prend complètement pour acquis le fait d'avoir comme ça des contacts à l'autre bout du globe de manière instantanée, en un claquement de doigts. Mais ça, entre autres, c'est un des effets de la globalisation qu'on vit présentement, qui est lié justement avec le développement d'Internet, puis la démocratisation, entre autres, des médias, puis des téléphones intelligents. La globalisation crée donc des contacts de plus en plus possibles entre divers endroits dans le globe à partir de personnes à qui on peut partager, par exemple, des intérêts communs ou des enjeux communs. Donc, la possibilité de justement devenir de plus en plus interconnecté et être de plus en plus conscient de ce sentiment d'interconnexion à partir de toute l'espèce humaine. La globalisation crée également des flux migratoires de plus en plus prononcés, surtout entre les pays du sud globalisé vers le nord globalisé, ce qui crée notamment dans les centres urbains des situations que certains chercheurs, dont Vertovec, appellent de superdiversité, donc de diversification de la diversité dans notre quotidien, dans les contacts qu'on a avec d'autres individus. La diversité n'est pas nouvelle. Ce n'est pas dans les dernières années qu'on a commencé à être en contact entre les groupes. Ça a toujours existé. Mais qu'est-ce qu'on entend par cette super diversité? C'est que dans nos contacts au quotidien, on a quand même de plus en plus en contact avec la différence de l'autre, que ce soit la différence ethnoculturelle, mais également que ce soit la différence de l'identité de genre, l'identité sexuelle. On a vraiment une multiplication de diverses identités dans un contexte où de plus en plus, comme j'aime bien cette citation d'Erikson, on pense qu'on est de plus en plus homogénéisé parce qu'on partage de plus en plus de choses, mais souvent, le plus pareil nous devenons, le plus nous essayons de développer nos propres particularités. Pour parler des jumelages interculturels, il faut retourner vraiment au contexte de l'immigration du Canada et du Québec pour, premièrement, présenter l'identité québécoise comme étant ce groupe minoritaire. J'aime beaucoup ce terme pour expliquer justement les dynamiques qui se passent entre le Canada et le Québec, parce qu'il ne faut pas oublier que le Québec est fondé justement sur une terre qui a été colonisée par les Canadiens français, qui ont par la suite eux-mêmes été colonisés par les Anglais. Ce qui crée cette situation minoritaire, donc, du Québec, qui, sur le territoire québécois, est une majorité, mais dans l'ensemble du Canada, est un groupe minoritaire. Pour mieux comprendre comment les phénomènes de diversification de la diversité ont des impacts au Québec comme au Canada, il faut retourner dans les années 1960 pour voir qu'il y a eu un changement de paradigme au niveau de l'immigration. Donc, alors que l'immigration avant 1960, les personnes immigrantes étaient sélectionnées plutôt selon des critères ethniques, à partir des années 1960, on change vers un paradigme de l'immigration qui est plus utilitarisme, puis on développe un système de points
pour aller sélectionner les personnes qui ont le droit de venir au Canada, puis en sélectionnant les personnes qui sont les plus qualifiées possibles. Donc, l'immigration s'ouvre aux personnes de l'ensemble du globe, alors qu'avant 1960, c'était seulement certains pays sélectionnés d'Europe. À partir donc de ces années-là, il y a vraiment un phénomène de diversification de la diversité au Canada et au Québec. Et donc, le Canada et le Québec développent des modèles différents de gestion de la diversité qui sont en accord avec leur propre particularisme. Au Québec, le modèle de gestion de la diversité qui est développé, c'est l'interculturalisme, qui se développe vraiment en opposition avec le modèle multiculturel qui est dans le reste du Canada. Alors que dans le multiculturalisme, on valorise vraiment la reconnaissance de la diversité ethnoculturelle des groupes, mais on le fait sans que ce soit sous le cadre d'une culture commune, dans le fond. Souvent, on va présenter la métaphore de la mosaïque pour parler du multiculturalisme, donc de l'idée que chacun vient ajouter sa petite case dans la mosaïque, puis chacun peut avoir sa culture au Canada. L'interculturalisme au Québec se développe un peu en opposition avec ça, en disant, oui, certes, on reconnaît la diversité ethnoculturelle, mais ça va être sous le cadre d'une culture publique commune, donc avec le partage de valeurs communes, puis d'une culture commune, qui est le français. Dans l'interculturalisme, on met vraiment l'accent sur justement l'idée du dialogue entre les groupes, alors que dans le multiculturalisme, souvent, ça va être présenté un peu plus en silo. Chaque culture peut vivre indépendamment l'une de l'autre. Là, ici, il faut faire une petite parenthèse pour juste dire, en fait, qu'il y a plusieurs interculturels, puis il y a plusieurs interculturalismes. Donc, c'est un mot polysémique, donc parfois, ça peut devenir un peu mélangeant. On a l'interculturalisme que je viens de présenter ici, qui est vraiment une idéologie politique. Mais on a aussi le fait dans nos rapports interculturels à tous les jours, du fait de l'interculturalité. C'est juste le fait qu'entre personnes de différentes cultures, on va parler selon des cadres de référence différents. Ça, c'est vraiment l'interculturalité, c'est un fait social. On a donc l'interculturalisme, qui est une idéologie politique. Puis, on a également des courants interculturels qui sont plutôt une position épistémique, une idée d'aborder la différence avec vraiment humilité, puis l'aspect coproduit du savoir. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des interculturels très différents dont on parle ici. L'interculturalisme, tel que présenté par le gouvernement du Québec, n'existe pas selon aucune politique officielle qui le met officiellement, qui le présente officiellement. Par contre, il est présenté souvent dans des documents ministériels. Donc, c'est ça ici que j'explique. Mais juste pour mettre en contexte, par exemple, au laboratoire de recherche en relations interculturelles, on approche plutôt les courants interculturels. Alors, on retourne à l'interculturalisme. Dans ce modèle-ci qui met l'accent sur les interactions entre les individus, on présente un modèle de l'intégration qui est présenté comme étant à double sens. Donc, qui valorise la mobilisation de la société d'accueil et des nouveaux arrivants pour faire vraiment une intégration bidirectionnelle. C'est dans ce modèle d'intégration à double sens que s'inscrit le jumelage interculturel. Dans le fond, c'est une activité qui est financée par le gouvernement, la seule d'ailleurs qui met en contact des membres de la société d'accueil avec des nouveaux arrivants. Puis, donc, dans plusieurs organismes communautaires partout au Québec, il y a des activités de jumelage interculturel qui sont présentées. Le jumelage interculturel, ça crée une rencontre, en fait, entre une personne de la société d'accueil et un nouvel arrivant. Qu'est-ce qu'on entend par un membre de la société d'accueil? Ça peut être autant une personne québécoise depuis plusieurs générations, comme également des personnes immigrantes qui habitent au Québec depuis un moment, puis qui se considèrent comme connaissant assez les codes. L'instauration du lien se veut sur le plus ou moins long terme, donc un minimum de 6 mois à 12 mois. Puis, il y a une personne au sein de l'organisme communautaire qui offre ces activités-là, qui est comme en charge un peu de s'assurer du bon déroulement de la relation. Donc, c'est cette personne-là qui met en lien les individus. Puis, également, c'est cette personne-là qui va assurer des suivis
tout au long de la relation pour s'assurer que la relation est la plus bénéfique possible. Pour étudier le jumelage interculturel, donc au Québec, j'ai fait mon terrain dans un organisme communautaire à Montréal qui offre ses activités de jumelage. Dans cet organisme communautaire-là, comment il fonctionne? Ça fonctionne avec du jumelage par cohorte. Donc, ils font la sélection des participants avant et environ 20 participants par cohorte. Puis, ils offrent 6 formations où les participants, lors de ces formations, les objectifs, c'est de se rencontrer, de discuter justement, de sensibiliser aux différences culturelles, puis de les outiller après ça pour la suite de leur relation. Et à la fin des 6 formations, les participants se jumellent par affinité, donc selon leur intérêt propre, puis selon les personnes avec qui finalement ils se sont bien entendus. Dans ma recherche, les participants de la société d'accueil qui ont accepté de participer sont au nombre de 8. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas seulement des personnes québécoises depuis plusieurs générations. Donc, il y a également une personne née au Québec de parents immigrants, une personne belge, puis une personne qui est française. Puis, dans les participants nouvellement arrivés, ils sont au nombre de 7, donc originaires de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Tunisie, du Pérou, du Maroc et 2 personnes du Venezuela. C'est intéressant, je pense, ici, juste de constater que, justement, dans les participants nouvellement arrivés, c'est surtout des gens des pays du Sud. Puis, également, la coordonnatrice des jumelages, donc, et la formatrice qui donne le matériel des formations aux participants, est originaire de la France et habite au Québec depuis 4 ans. Alors, tout ça nous mène à la situation que j'ai relevée sur le terrain, puis je trouve qu'elle est très pertinente aussi aujourd'hui à discuter. Ça s'est produit lors du 3e atelier. Donc, lors du premier atelier, on avait d'abord présenté qu'est-ce que le jumelage interculturel, mis les gens en contact, les fait faire se présenter eux-mêmes. Ensuite, lors du 2e atelier, ça avait été un atelier axé plus sur l'immigration, les statuts de migration, puis également les défis identitaires que peuvent vivre les personnes immigrantes lors de leur déplacement. Et lors de cette 3e séance, on avait discuté dans la première partie du concept d'intégration et de l'inclusion à l'aide de ce graphique que je vous présente ici. Puis, lors de la formation, la formatrice avait senti que chez une participante québécoise, il semblait y avoir un petit malaise avec ce qui avait été présenté. Donc, à la pause, la formatrice était allée discuter avec la participante québécoise pour expliciter le malaise. Puis, en effet, la participante avait dit j'ai un malaise et c'est pas la première fois depuis le début des ateliers. Puis, elle s'était mise à dire j'ai plusieurs amis qui quittent Montréal parce qu'ils ne se sentent plus chez eux. Puis, à parler du modèle du multiculturalisme et de l'interculturalisme au Québec. La formatrice avait alors tenté de réexpliquer le concept d'inclusion et d'intégration en indiquant que peut-être la participante n'avait pas très bien compris. Puis moi, je n'étais pas trop loin parce que, bon, c'est mon terrain. Donc, c'était à ce moment-là où je suis intervenue et j'ai réexpliqué donc le concept d'inclusion et d'intégration en indiquant que l'inclusion n'était pas nécessairement associée au multiculturalisme. Puis, en recontextualisation, ces explications-là dans le contexte québécois. C'est alors que la participante indique qu'elle avait compris que l'inclusion voulait dire de laisser tomber sa culture. Puis, elle parle qu'elle essaie de se mettre à la place des personnes immigrantes qui ne parlent pas le français pour essayer de comprendre pourquoi. Alors, j'ai choisi justement de parler de cette situation-là aujourd'hui parce que je trouve qu'elle est vraiment très riche pour comprendre justement, en contexte de globalisation, les échanges entre les gens du groupe majoritaire ou dans ce cas-ci minoritaire et les personnes des groupes minoritaires. Pour l'analyse de la situation, à partir des interactions entre les individus, donc dans ce cas-ci, une formatrice française, moi-même comme chercheuse québécoise et la participante québécoise qui est environ dans la fin cinquantaine. À partir de nos interactions, à l'aide d'une analyse systémique, c'est possible de passer du niveau des individus à un niveau groupal. Donc, en sachant que personne n'existe de façon totalement isolée et que notre culture et les cultures de nos groupes parlent à travers nous.
Dans cette situation-là, ça a permis de vraiment mettre de l'avant un angle mort dans ces activités du jumelage-là qui n'avaient pas été pris en compte, c'est-à-dire l'importance de la reconnaissance de l'identité québécoise comme faisant partie de la diversité, dans le fond. Parce que dans cette situation, la participante ne s'est pas sentie reconnue, donc pas de sentiment de reconnaissance, ce qui a fait que ça a réifié, en fait, les préjugés envers les groupes, entraînant un repli identitaire puis une fermeture. Donc, la personne avait de l'empathie pour les membres de son groupe, comprenant pourquoi les gens quittaient Montréal, mais pas envers les membres des autres groupes. Par contre, en faisant une intervention qui a permis de désamorcer la menace, ça a permis de rééquilibrer la situation. Et là, la personne a explicité sa crainte, puis a passé du niveau de l'empathie seulement au groupe vers l'empathie aussi de l'autre, des gens à l'extérieur du groupe. Donc, de l'importance de justement bien valoriser l'identité de toutes les personnes, non seulement les groupes majoritaires et les groupes minoritaires, au risque sinon de réifier des préjugés, par exemple, de membres du groupe majoritaire qui auraient pu se fermer encore plus alors qu'à la base, ils étaient peut-être déjà ouverts. Par contre, également, l'importance de prendre en compte les facteurs de discrimination. Donc, dans ce cas-ci, là, je parle surtout des groupes majoritaires et minoritaires, mais de l'importance que justement les personnes nouvellement arrivées soient également très reconnues pour s'assurer qu'il y ait la reconnaissance la plus équitable au sein des activités du jumelage pour s'assurer qu'il y a une certaine réciprocité qui soit possible et que ce ne soit pas non plus seulement la culture québécoise qui est présentée et que les nouveaux arrivants doivent seulement s'y intégrer en oubliant absolument tout de la leur. Alors, à partir de cette présentation-là, donc en partant des phénomènes de globalisation, des phénomènes de migration, puis en parlant de superdiversité, on a vu que dans différents contextes, selon les différents États-nations, développent des stratégies de gestion de la diversité qui sont différentes. Dans ce cas-ci, le multiculturalisme et l'interculturalisme. Dans l'interculturalisme, on voit que l'accent est mis sur les interactions entre les groupes et que donc l'idée de l'intégration passe par le jumelage interculturel dans ce cas-ci pour vraiment favoriser le dialogue. Par contre, on voit également dans ces espaces-là la nécessité de reconnaître les identités de tout le monde afin de s'assurer de ne pas réifier les préjugés entre les groupes et de vraiment favoriser le meilleur dialogue en prenant compte des facteurs de discrimination. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces espaces-ci, on parle d'intégration, on parle de nouveaux arrivants qui doivent donc s'intégrer dans le groupe, mais les espaces de jumelage interculturel ont aussi le potentiel de devenir des espaces d'inclusion, donc où c'est un échange vraiment le plus réciproque entre des membres de la société d'accueil, comme on voit qui viennent de la globalisation, qui ne sont pas seulement des personnes québécoises depuis plusieurs générations, pour vraiment favoriser cet échange le plus réciproque possible. L'espace, j'espère que j'ai pu vous montrer dans cette présentation que le jumelage interculturel est donc un espace très complexe et paradoxal qui se situe justement entre les échanges interculturels et des dynamiques d'intégration. Donc, ça peut vite tomber dans l'injonction paradoxale des nouveaux arrivants de soyez différents comme nous, dans le sens que c'est vraiment une question d'intégration. Dans mon mémoire de recherche, c'est ces questions-là que je vais chercher à aborder plus en profondeur, ainsi que de savoir justement de quel interculturel parlons-nous dans le jumelage interculturel. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Moi, j'ai plusieurs questions, mais en fait, j'aimerais céder la parole à la salle. Est-ce que nous avons l'une ou l'autre question de la salle? Et s'il n'y en a pas, je pourrais juste amorcer, je voudrais vous poser une première question. C'est que vous parlez beaucoup vous avez parlé de culture, de rencontres, etc., mais est-ce que si on, vous n'avez pas du tout évoqué la dimension sociale, même quand vous avez défini ce qui était la culture au départ, vous avez parlé de genre ou d'appartenance nationale.
mais vous avez fait abstraction complètement de ce qui relève du social, de la classe sociale, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ces affinités culturelles se développent dans la pratique et que c'est ça, parce qu'il n'y a pas de dimension sociale à votre propos et je me demande en fait comment vous définissez, c'est quoi la culture et comment la culture se produit, se reproduit et évolue? Très bonne question, en effet. Je pense que la culture, c'est un ensemble de croyances, pratiques qui sont liées à nos identités groupales, donc, qui sont liées à des savoirs acquis depuis plusieurs générations. On est, par exemple, dans une certaine famille, on est dans une certaine société, puis nos liens avec ces différents groupes vont donc constituer notre culture qui va souvent parler à travers nous de façon inconsciente, dans le sens où c'est justement ces croyances, c'est ces valeurs, c'est ces manières de faire qui vont parler à travers nous. Puis, quand on se rend conscient de cette culture-là, en faisant de la centration, par exemple, comme vous l'avez dit exactement, non seulement au niveau de notre sentiment d'appartenance, par exemple, national, mais également au niveau de notre statut social, de notre toutes ces différentes composantes de nous qui nous constituent, puis qui nous lient à des groupes également, parce qu'à partir de certains comportements récurrents, c'est ça un peu la culture. Je ne sais pas si ça répond à votre question. La culture est toujours cette espèce de matière qui nous file entre les doigts quand on essaie de la décrire aussi, je pense, parce que on ne peut pas l'essentialiser. Donc, il n'y a pas de culture homogène québécoise, il n'y a pas de culture homogène de quoi que ce soit, mais il y a des récurrences dans les comportements qui sont liés à l'endroit où nous sommes nés, mais également qui peuvent changer au cours de notre vie. Donc, je pense que c'est ça. La culture, on pourrait en parler pendant toujours. Puis je pense qu'elle est fortement liée à nos identités également, et nos identités qui sont fluides, qui sont modifiables. On ne sera pas la même personne il y a 10 ans qu'on va l'être dans 10 ans encore, mais ça dépend encore des individus. Mais en contexte de globalisation, ben, nos identités sont de plus en plus, je crois, influencées par nos rapports avec les autres et à la différence. Merci beaucoup. Je vais pas. On pourrait continuer à en parler là, parce que c'est un thème avec lequel je suis assez à l'aise, mais je voudrais absolument pas monopoliser la discussion. Est-ce que nous avons l'une ou l'autre question, Myriam? Oui, ben merci beaucoup pour ta présentation, premièrement. Puis pour faire du pouce un peu sur ce dont Sylvie parlait, dans le fond, c'est sûr que là, dans ton projet, la prémisse du jumelage interculturel, c'est vraiment l'aspect culturel. Peut-être la curiosité aussi pour l'autre, d'une manière plus large. Je me demandais, est-ce que dans le processus de jumelage, tu disais dans le fond qu'il y avait un jumelage par affinité? Est-ce que tu as remarqué dans le fond qu'est-ce qui pouvait faire que les gens étaient plus attirés les uns vers les autres? Peut-être là du point de vue social, justement, peut-être le genre, l'âge, la classe. Est-ce que, au-delà de l'aspect, on va dire, culturel, bon, dans le sens un peu plus classique qu'on peut en faire, qu'est-ce qui attirait les gens les uns vers les autres? Mais très intéressant justement parce que avant le terrain dans la littérature, surtout ce que j'avais rencontré, c'était que souvent les gens ils vont se jumeler ou ils vont se faire jumeler parce que des fois c'est pas par affinité, c'est plutôt la coordonnatrice du jumelage qui va comme jumeler les gens ensemble. Souvent dans ces cas-là, on donnait des conseils pour le jumelage de par exemple, imaginons deux personnes qui sont religieuses. C'est pas important s'ils partagent la même religion, mais s'ils ont cette espèce de manière d'être, ben, ils ont plus de risques de s'entendre. Également, par exemple, s'ils ont des enfants à peu près du même âge, ils vont partager des choses. Mais sur le terrain, en jumelage par affinité, finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus des gens qui finalement ont peut-être, qui avaient peut-être des dispositions dans leur manière d'être ou au niveau de la personnalité, finalement, qui sont plus jumelés que ce qu'on pourrait s'entendre au niveau du genre, ou encore au niveau exactement de l'âge ou au niveau justement des enfants. Ça a été beaucoup des jumelages qui étaient mixtes, puis que finalement les gens se sont juste bien entendus en discutant ensemble. Merci Merci. pour la question.
Maintenant, nous avons une question de la part de Amy Guilbeault. Oui, dans le fond, dans le chat, il y a M. Bob White qui demande si tu peux parler un peu plus du paradoxe des jumelages entre interculturel et intégration. Et il aimerait aussi savoir comment les jumelages nous permettent de voir les manifestations de la discrimination systémique, excusez-moi. Oui, la fameuse discrimination systémique. Premièrement, la première question, c'était un peu plus justement le paradoxe. Dans un espace d'intégration, si on parle de l'intégration dans un sens, parce que premièrement, avec le terme intégration, je pense qu'une chose que j'ai relevée sur le terrain, c'est que souvent, les gens sur le terrain n'utilisent pas le terme intégration comme nous, on l'utilise dans le monde académique. Donc, cette idée de l'intégration qui est justement les nouveaux arrivants qui sont un peu des individus considérés comme aliens, qu'il faut comme modifier, transformer pour qu'ils soient transformés pour aller dans l'idéal de l'État-nation. Ça, je pense souvent, c'est l'idée qu'on a dans le monde académique de l'intégration. Souvent, sur le terrain, finalement, je me suis rendu compte que l'intégration, il y avait plutôt une description proche de l'inclusion pour parler de ça. Donc, mais où j'en suis avec l'espace de justement intégration et interculturel, là, j'utilise l'intégration plus dans le sens académique. Puis comment, puisque la rencontre interculturelle, dans le sens de la rencontre avec l'autre, la relation la plus réciproque possible d'échange, où on essaie d'avoir le moins de relations de pouvoir possible, comment est-ce qu'on peut créer des relations interculturelles dans un espace d'intégration qui vise à la modification d'un individu plutôt que de l'autre? C'est un peu ça que j'entends par espace paradoxal, donc, mais puis c'était ma critique, surtout quand je lisais dans la littérature, mais finalement, sur le terrain, les dynamiques sont, je le sens, beaucoup plus complexes, puis, mais qu'il faut quand même prendre en compte justement les facteurs de discrimination, puis la discrimination systémique, parce que justement, en ce moment, les personnes qui sont acceptées de pouvoir faire du jumelage interculturel, c'est tous les statuts d'immigration, sauf les personnes en attente de statut liés à demandeurs d'asile. Donc, juste ça, c'est un facteur de discrimination qui fait que ces personnes-là sont exclues. Donc, qui est-ce qu'on fait rentrer en contact finalement? Bien, ça, c'est quand même déterminé par l'État-nation. Et donc, ça, c'est un bon exemple de la discrimination systémique qui continue d'agir. Également, les personnes qui vont participer au jumelage vont souvent être des personnes qui parlent le français selon leur pays d'origine ou qui l'ont appris récemment, parce qu'on s'entend que justement le jumelage se fasse en français. Donc, c'est aussi un autre facteur. Puis également, on peut dire que les personnes les plus vulnérables ne vont probablement pas faire du jumelage interculturel comme moyen d'avoir accès à un emploi. C'est pas parce que tu fais du jumelage interculturel que tu vas avoir justement accès aux nécessités de la vie, donc un emploi, un toit, etc. J'espère que ça a répondu aux questions. Merci beaucoup. Il y avait aussi Nicolas qui avait une question. Il demande, puisque tu mentionnais l'importance de voir les facteurs de discrimination, s'il y a eu des tensions ou des discours autour des expériences de discrimination des participants-participantes. Non, il n'y en a pas eu dans les ateliers. J'essaie de me rappeler. Non, il n'y en a pas eu. Au contraire, dans les ateliers, ce que j'ai relevé, c'est un peu peut-être plutôt ce discours des fois que certaines personnes nouvellement arrivées avaient du bon immigrant ou de l'immigrant qui doit faire son travail avant d'arriver, puis que finalement, le Québec donne tous les outils pour s'intégrer. Donc, il y a eu des conversations très intéressantes sur les cadres de référence, puis les différentes manières de percevoir la vie selon différentes, justement, cultures. Mais il n'y a pas vraiment une discussion sur les critères de discrimination.
Merci. Il restait aussi une autre question dans le chat. C'est pas bien, non. Donc, il y a Amal qui demande quelle est la place des rapports de pouvoir dans ces échanges communicationnels. Et d'après vous, c'est plutôt implicite ou explicite, fondamental ou marginal dans ces dynamiques de rencontre? Oui, très bonne question aussi. C'est plus implicite, en tout cas dans ces activités de jumelage-là, dans cet organisme communautaire-là aussi, parce qu'il faut dire que je ne suis pas allée dans tous les organismes. Ça se veut justement, le jumelage se veut vraiment dans une atmosphère de rencontre la plus réciproque possible. Donc, on met vraiment les participants, on les informe vraiment qu'il faut que ce soit des échanges, c'est des deux côtés, que c'est pas juste la culture québécoise. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Donc, je dirais que en ce moment, je n'ai pas encore fait non plus mes entrevues. Donc, il me manque vraiment une grande partie de l'information. J'ai vraiment juste fait l'observation dans ces ateliers-là. Les rapports de pouvoir, ils sont subtils. Des fois, ils sont présents. Mais en règle générale, dans cet organisme-là, il y a vraiment, je pense qu'ils réussissent quand même à créer une bonne ambiance où les gens se sentent vraiment plus ou moins, plus ou moins en confiance d'être réellement qui ils sont puis de s'exprimer. Donc, il n'y avait pas juste des personnes, par exemple, de la société d'accueil qui discutaient, puis les échanges étaient plutôt bidirectionnels. Merci. Donc, dans le fond, il reste une question. Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc on va lui donner la parole. Et après ça, on va devoir passer au prochain. Donc, on va terminer les questions. Puis s'il y a d'autres gens qui vont avoir des questions, on va plus le faire à la fin durant le débat. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous m'avez clarifié beaucoup de choses entre les nuances, entre les deux modèles, multiculturalisme et interculturalisme, les deux modèles politiques. En ce qui concerne le jumelage interculturel dans le cadre de cet organisme, est-ce que vous ne pensez pas que cette forme de jumelage, quelque part, est un retour modeste ou bien progressif vers une forme d'assimilation à la défense, si on peut dire. Le fait de voilà, recevoir ces gens, ça c'est bien, ils sont là et voilà, c'est vraiment très, très bien, mais à long terme, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de gouvernance de la différence ou bien une sorte de gouvernance de la diversité quelque part? Merci. Merci pour la question. Ben oui, vous le dites très bien, gouvernance de la diversité, c'est un peu ça, ces modèles finalement de gestion de la diversité, que ce soit le multiculturalisme ou l'interculturalisme. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas isoler le jumelage interculturel de l'objectif d'intégration, qui est exactement très délicat et très problématique, si je peux le dire aussi comme ça. Dans ces espaces-là, je crois qu'il y a quand même une solidarité qui peut-être qui peut se créer, puis justement un espace où c'est possible de dépasser la différence entre le nous et le eux, qui est vraiment très présente dans le fond dans les modèles de gestion de la diversité. C'est mon hypothèse, puis c'est là-dessus aussi que je fais mon mémoire, donc c'est pas encore terminé. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai inscrit vraiment c'est un espace extrêmement paradoxal, puis la ligne est très fine entre l'assimilation, puis la rencontre finalement et le dialogue, parce que aussi, je pense que ces activités-là créent aussi du lien social, créent encore aussi des échanges entre les groupes. Puis certes, ça peut réifier des préjugés, ça peut créer encore plus de fermeture, mais j'ose espérer que ça peut aussi créer de l'ouverture, puis des échanges entre les groupes qui peuvent nous amener à un meilleur vivre ensemble. Merci pour la question. Merci beaucoup, Laurence. Et je vous remercie pour l'ensemble de la présentation. Alors, nous allons passer à notre dernier présentateur du matin.